Jean-Jacques Gourgeon, bonjour. Bonjour Laurent. On va évoquer ensemble la stratégie d'organisation sociale de la transmission d'entreprise. En matière de transmission d'entreprise, on évoque souvent la préparation du chef d'entreprise, mais moins de l'entreprise elle-même. Tout à fait, parce qu'en amont de la transmission de son entreprise, le chef d'entreprise va spontanément voir la question de l'enjeu fiscal. Ouais. Mais il y a des enjeux qui sont tout aussi importants, entre autres les éléments sociaux, que s'ils étaient mis de côté, pourraient avoir un impact très négatif sur la valeur de cession de l'entreprise. Cette préparation sociale de l'entreprise, comment elle se traduit en termes d'audit ? 3 grands principes. Premièrement, vérifier que la protection sociale des salariés soit conforme à la convention collective applicable à l'entreprise. En 2, auditer et vérifier que les complémentaires retraite, santé ou prévoyance respectent bien le formalisme et les limites fiscales et sociales. Et enfin, en 3, s'intéresser au passif social, car de toute façon, le repreneur va s'y intéresser. Donc, premier point d'audit, est-ce que l'entreprise applique bien sa convention collective en matière de protection sociale des salariés ? Expliquez-nous. La convention collective ou les accords de branche peuvent obliger un employeur à souscrire pour l'ensemble de ses salariés des contrats, par exemple de santé actuellement, ou pour une certaine catégorie de personnel, comme le 1,50% cadre. Alors, on a entendu parler, on connaît le 1,54, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles du jeu ? Alors ces règles du jeu, elles ne sont pas récentes puisqu'elles datent de 70 ans. Ce sont les accords de la Convention collective de 47 qui ont fixé la règle du jeu. Un chef d'entreprise, dans le domaine du privé, bien sûr, doit mettre en place pour son collège de cadres et assimilés, défini par la Convention, une protection sociale avec une cotisation de 1,50 de la rémunération du cadre limitée au plafond de la sécurité sociale. À partir du moment où plus de la moitié de la cotisation est payée pour le décès, puisque c'est principalement et prioritairement le décès qui doit être couvert, on peut se servir du restant de cette cotisation pour amplifier cette prévoyance, ne serait-ce qu'au niveau de l'invalidité ou du décès. Alors maintenant, imaginez un peu, je suis employeur, je suis dirigeant, je ne respecte pas cette obligation du 1,50, qu'est-ce que je risque ? Vous risquez un petit peu, quand même, puisque si, malheureusement, un de vos cadres venait à décéder et que vous n'ayez pas souscrit ce contrat prévoyance de 1,50, eh bien, vous seriez condamné à verser tout simplement 3 fois un capital égal à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, déjà, ça fait un peu plus de 120 000 euros, plus les charges. Donc, en fait, c'est une petite enveloppe de 200 000 euros. Quel serait l'impact, éventuellement, si vous aviez ce tel phénomène ? Au meilleur des cas, si je puis dire, c'est une catastrophe patrimoniale pour vous, parce que vous aurez quand même perdu gros sur votre entreprise. Au pire des cas, vous risquez de déposer le bilan si votre trésorerie est insuffisante. Et on imagine bien les impacts en matière de transmission d'entreprise. Oui, bien sûr, puisque ces impacts-là, c'est directement lié à votre net cédant. Ouais, ça se traduira évidemment par une baisse considérable de la valeur de l'entreprise. Tout à fait. Deuxième point à auditer, et dont vous nous avez parlé tout à l'heure, la conformité des contrats collectifs, notamment de prévoyance et de retraite. Alors la mise en place des contrats collectifs de prévoyance santé et retraite, ce que l'on appelle vulgairement les articles 83, doivent suivre un certain formalisme, respecter un certain formalisme et certaines limites fiscales et sociales
pour éviter des redressements. Des agréments, on va dire. Voilà. Alors, quel formalisme il faut respecter? Formalisme, au niveau du formalisme, 3 choses principales à retenir. Savoir comment a été mis, par quel biais, si je puis dire, a été mis ce contrat, c'est soit un accord collectif, soit un référendum, soit une décision unilatérale de l'employeur. La deuxième chose à vérifier, c'est que les catégories des salariés soient objectivement définies. Et la troisième chose, c'est que l'information réglementaire ait été donnée à l'ensemble des salariés. Au-delà du formalisme, vous évoquiez des limites fiscales et sociales. Oui. Alors, limite fiscale, limite sociale, ça sert à quoi et c'est pourquoi? Tout simplement, lorsque je mets en place un article 83, je vais prendre principalement pour la retraite, le chef d'entreprise va verser des cotisations et à partir du moment où ces cotisations sont dans des limites sociales, il ne paiera pas de charges sur ces cotisations et le salarié ne payera pas d'impôts, ça ne sera pas un sursalaire à partir du moment où on respecte les limites fiscales. Alors, je crois savoir qu'en complément, sur les bulletins de paie édités par l'entreprise, certaines mentions doivent figurer. Eh bien oui, c'est la seule façon d'éviter un quelconque redressement, c'est qu'effectivement, il faut que sur ces bulletins de salaire apparaissent clairement ces articles 83 et que s'il y a dépassement, eh bien, on doit les voir clairement identifiés afin d'éviter ces redressements. Alors pour finir ce deuxième point d'audit, pouvez-vous nous dire quel est le lien avec la transmission d'entreprise? Le lien avec la transmission d'entreprise, tout simplement à partir du moment où on a vérifié toute cette conformité. Déjà, on va apporter auprès du repreneur une sécurité puisque l'audit aura été parfaitement mis en place et donc on aura limité un risque, donc une charge qu'aurait pu subir l'entreprise à quelques encablures de la cession. On passe maintenant au troisième point d'audit social, important, plus technique, et qui consiste à se poser la question, est-ce que le passif social a bien été géré? Ah, le passif social. Alors le passif social, c'est quoi? Le Code du travail et les conventions collectives obligent les employeurs du secteur privé à verser, en cas de départ en retraite, au départ en retraite de leurs salariés, des indemnités dites légales de départ en retraite. On crée donc une dette latente dans l'entreprise qui, au fil des années, va progresser et s'amplifier avec l'ancienneté des salariés. Le chef d'entreprise il a 2 solutions. Soit il ne fait rien, mais là, le repreneur, lui, va très vite s'en apercevoir, il va même aller le chercher, puisqu'on a souvent l'information dans l'annexe du bilan, et il va s'en servir pour faire baisser la valeur de l'entreprise. Soit le chef d'entreprise a souscrit un contrat dit d'indemnité de fin de carrière et éventuellement indemnité de licenciement. Il va donc externaliser, il va pouvoir sortir de son bilan cette trésorerie, externaliser la gestion et tout ceci en franchise d'impôt. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne parfaitement? Tout simplement, si je prends 100 000 € de passif social, s'il a été externalisé, c'est pour le chef d'entreprise 70 000 € de plus dans ses poches. Sur une transmission d'entreprise de base à la flat tax, donc 30% d'IR plus prélèvements sociaux. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a un enjeu qui est quand même pas négatif. Et pour le repreneur, du coup? Pour le repreneur, là aussi, on lui a constitué une cagnotte. Et si demain il doit faire face à ses engagements légaux, à ce moment-là, il n'aura pas à se servir de sa propre trésorerie, puisque
on aura anticipé la chose. Jean-Jacques, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Je vous en prie, je vous remercie.